Merci. 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 Donc, j'ai l'impression que je vais l'harceler. D'abord, je voulais vous remercier et spécialement François Bachelli pour l'invitation. Je suis triplement heureux d'être ici. La première raison, c'est que Greener Wave a la chance d'être petit parrain de Télécom Paris cette année avec ST Microélectronique. Donc je pense que c'est assez dans le thème. La deuxième raison, c'est que j'ai un des investisseurs de la société, un des premiers investisseurs qui est ici, qui s'appelle Xavier Niel, avec qui m'aventure. Et la troisième raison, c'est que l'une des personnes qui a poussé le dossier assez fortement lors de la création est ici, Jean-René Bailly, maintenant travaille à l'IMT. Donc voilà, ça fait beaucoup de liens. Et quand j'ai vu les sujets qui étaient évoqués ce matin, entre l'IRIS dont on a un peu parlé, le NTN, les réseaux écologiques et moins gloutons en énergie, je pense qu'il y a pas mal de sujets qui touchent à ce qu'on fait chez Greener Wave. Donc je vais essayer en 20 minutes de vous expliquer comment on peut ou pas pousser une technologie vers le marché. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça, enfin, au moins dans mon cas. Alors qui on est? Juste quelques mots sur Greener Wave. Alors ça c'est le mojo qu'on sort aux investisseurs. Globalement, on a pour mission de développer des antennes plus intelligentes, moins chères et plus écologiques. C'est vraiment ce qu'on fait. Qui fait ça du coup? C'est à peu près 110 collaborateurs qui sont principalement localisés à Paris. On est rue du Sentier, on a deux bâtiments rue du Sentier avec à peu près 400 mètres carrés de lab. On a maintenant aussi une petite équipe à Toulouse, des anciens de OneWeb. Et puis un petit bureau aussi à Sophie Antipolis. On est évidemment très orienté techno et brevets, 13 familles de brevets, mais c'est en train de s'étoffer. On a fondé fin 2015, mais vous allez voir que c'était pas aussi linéaire que ça. Et on est actif dans 4 domaines d'activité. C'est pas qu'on ait choisi de le faire et qu'on ait décidé de devenir Thales en un jour, mais c'est que, en fait, historiquement, on a été amené à s'intéresser à plusieurs activités, notamment après un pivot que je vais vous raconter. Voilà. L'écosystème, on commence à avoir un écosystème maintenant qui est assez riche, principalement orienté communication satellite, je vais vous dire pourquoi. Des investisseurs, donc j'ai dit CNRS Kima, Intelsat, Safran, BPI, OP Mobility, BNP. On est membre du GIFAS, on a beaucoup de connexions, alors historiques évidemment avec le CNRS et la recherche académique, l'Institut Langevin dont on sort, mais également beaucoup de soutien du ministère des Armées et de France 2030 et de la Commission européenne avec notamment un beau projet EIC qui fait que la Commission nous a subventionné, mais va également participer à la prochaine levée de fonds de la société. Alors comment on passe de la recherche académique à la start-up? C'est une histoire en fait qui remonte à assez longtemps, puisque moi j'ai réalisé ma thèse avec Matthias Fink, qui est un physicien assez connu, notamment pour avoir inventé une méthode de focalisation des ondes qui s'appelle le retournement temporel, et j'avais fait ma thèse là-dessus au cours des années 2004-2006. Et on avait proposé en 2007 d'appliquer ces méthodes, donc qui sont des méthodes de formation de faisceaux en fait, à base d'électronique assez compliquée. On avait proposé d'appliquer ces approches en 2007 au monde des télécommunications. Et globalement, ce qu'on avait expliqué aux gens en 2007, c'est qu'il fallait utiliser des réseaux avec plein d'antennes et des électroniques hyper compliquées pour aller mettre ça dans les stations de base et au lieu d'arroser tout le monde, envoyer de l'énergie uniquement sur les utilisateurs. Alors c'est une idée qui maintenant paraît assez évidente, mais en 2007, je vous garantis que personne ne nous a écoutés. Et la raison principale pour laquelle personne ne nous a écoutés, on s'en est rendu compte, c'est qu'en fait, nous, chercheurs, on utilisait des appareils à 1 million d'euros, ça ne nous dérangeait pas trop. Mais en fait, les opérateurs, quand on réfléchit, ils n'ont pas 1 million d'euros à mettre dans une station de base. Et donc, du coup, on s'est rendu compte assez rapidement que cette société n'allait pas donner le potentiel qu'elle pouvait avoir, étant donné qu'en fait, on proposait une techno qui était beaucoup, beaucoup trop complexe. Donc, alors, je ne dis pas qu'elle a rien fait, mais c'était pas une grosse réussite. Et nous, on était très déçus parce que on pensait vraiment que c'était une super idée, cette idée d'aller focaliser les messages sur les gens plutôt que d'arroser partout avec des antennes isotropes. À ce moment-là, Mathias crée l'Institut Langevin, qui est en fait un laboratoire assez multidisciplinaire dans lequel
On s'intéresse à la fois à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée, donc à la fois des très beaux papiers fondamentaux, mais également à la création de start-up. Et l'intérêt de ce labo, c'est qu'il est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va travailler à l'interface entre beaucoup de domaines, l'acoustique, l'électromagnétisme, l'optique, etc. Et nous, avec Mathias, on travaille dans 3 domaines à ce moment-là, qui sont les ultrasons, ou l'acoustique, l'optique et l'électromagnétisme. Et on va être amené à s'intéresser à une technologie du monde de l'optique qui s'appelle maintenant les modulateurs spatiaux de lumière. En fait, à la base, ça vient de l'astronomie. Les gens d'astronomie se sont demandé comment ils pouvaient observer les étoiles sans être gênés par les fluctuations de l'atmosphère qui font que ça gâche complètement l'image de l'étoile. Et pour contrer ce problème, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inclus dans leur télescope des petits miroirs qui peuvent modifier leur forme en temps réel et qui vont venir, à l'aide d'un système de rétroaction, se modifier de manière à compenser totalement les fluctuations de l'atmosphère et de manière à ce qu'une étoile qui était à la base complètement bleurée devienne belle et visible pour l'observation. Donc ça, c'est des miroirs qui coûtent très très cher puisqu'ils doivent se déplacer à l'échelle nanométrique, etc. Mais il y a plein de versions ensuite qui ont été développées et c'est ce qu'on a maintenant dans les projecteurs vidéo, ça s'appelle les DLP. Ça permet de moduler l'amplitude de la lumière. Il existe la même chose pour moduler la phase. Et nous, avec Mathias, ce que ça nous a inspiré, c'est qu'on s'est dit, oh là là, on est vraiment quand même stupide. On développe depuis des années des méthodes ultra compliquées avec des systèmes de sources ultra complexes, une électronique très chère, très consommatrice d'énergie, etc. pour aller focaliser des ondes. Alors qu'en fait, les opticiens, ils se servent de matrices de miroirs et ils font la même chose globalement, mais avec un hardware qui est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc on s'est dit, chiche, on essaye de faire la même chose en électromagnétisme. Et ça nous a amené au développement de ce qu'on appelait à l'époque des modulateurs spatiaux de micro-ondes, qui maintenant s'appellent en fait des RIS dans la communauté des télécoms. Donc on a développé ça, nous, en 2013-2014. On avait 2 étudiants, Nadège et Mathieu, à l'époque. Et on a développé les premières surfaces reconfigurables électromagnétiques. Donc ce sont des surfaces complètement passives dont les propriétés électromagnétiques sont pilotables en temps réel et qui vont pouvoir réfléchir de façon intelligente et dynamique les ondes électromagnétiques qui sont incidentes sur elles. Donc on peut les utiliser pour venir focaliser par exemple des signaux, mais on peut les utiliser aussi pour diffuser les signaux dans tous les sens. C'est des surfaces qui sont extrêmement flexibles, qui consomment rien, qui coûtent vraiment pas grand chose à fabriquer et qui permettent de manipuler les ondes électromagnétiques de façon très simple. On avait fait un article avec David Larousserie dans Le Monde qui s'appelait Le mur qui discipline les ondes. Et quand on montrait les expériences qu'on faisait, on était capable, avec ces surfaces sur un mur au labo, de venir concentrer l'énergie et de montrer que sans surface, on avait une énergie qui avait une valeur E, et que dès qu'on activait nos surfaces, et même en temps réel, on arrivait à multiplier par 100 l'énergie reçue par l'antenne, et de ça de façon très dynamique. Donc ça nous a amené à créer la société Greener Wave, dont le but était de valoriser ces recherches et de sortir un produit qui permettrait de optimiser chez les gens ou dans une société, en indoor, en outdoor, les télécommunications sans fil à l'aide de surfaces reconfigurables. L'idée, c'est de se dire, il y a plein d'ondes électromagnétiques partout, on n'en utilise qu'un pouillème sur notre téléphone. Si on met des surfaces un peu intelligentes sur les murs, on va tout rabattre vers les téléphones et on va faire des systèmes beaucoup plus efficaces en énergie, d'où le nom de la société, Greener Wave. Donc, on crée Greener Wave en 2016 avec le CNRS et Kima comme investisseurs. Une première équipe se monte à Nice. Moi, je ne faisais pas partie de l'équipe à la base. Et on fait des premières démonstrations, notamment ici sur un système Wi-Fi, où on a nos surfaces intelligentes sur un mur, un ordinateur qui est très loin du point d'accès. On montre qu'on multiplie par 7, 8 le débit d'information qui est transféré entre le point d'accès et le device, en utilisant ces surfaces, juste en contrôlant mieux les réflexions. Au lieu d'avoir un mur stupide, on a un mur intelligent. Donc là, on se dit, c'est gagné, on va avoir plein de clients et ça va marcher super bien. La réalité, c'est que pas du tout. La société tombe en banqueroute dès 2017. Et pourquoi la société tombe en banqueroute ? En fait, il n'y avait pas de marché. Donc c'était sûrement une très bonne idée de chercheur, on s'est bien amusé, mais le marché est inexistant. Les gens sont tous intéressés, on dit qu'on va faire des télécoms vertes, donc évidemment tout le monde est intéressé, mais il n'y a personne pour payer, il n'y a pas de business model. En plus, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en télécom, il faut standardiser, il faut normaliser, on ne rentre pas dans le marché comme ça. Et donc ça, c'est pour le B2B, l'infrastructure. On s'est dit
tiens, si on faisait des produits en B2C, éventuellement une petite housse de portable qui va maximiser le Wi-Fi pour quand vous êtes à l'aéroport, allez vous capter mieux que le voisin, vous êtes content. Ou alors un tableau, on achète un tableau chez Ikea, il va vous maximiser votre signal dans le salon où vous captez mal et c'est pas mal. Le problème pour faire ça, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas non plus parce qu'il faut avoir accès à des informations qui sont dans les puces des téléphones, genre la qualité de signal. Et ça, en fait, c'est des propriétés qui sont assez gardées par des Qualcomm ou des Intel et qu'ils ont du mal à partager. Donc la société n'a pas pu se développer du tout. Et elle était complètement morte. Et je me souviens d'un rendez-vous ici avec Jean de la Roche-Brochard qui gère le fonds de Kima, qui me dit soit tu vas dans ta société et tu essaies d'en faire quelque chose en tant qu'inventeur, soit on arrête et puis on dit qu'elle est morte. Et donc j'ai suivi son conseil. J'en avais un petit peu assez de la recherche académique, pour diverses raisons. Et donc du coup, j'ai rejoint la société à plein temps avec l'objectif de sauver ce qui pouvait être sauvé, c'est-à-dire on me dit on a quand même une très belle technologie qui permet de piloter les ondes de façon relativement simple. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, on commence à s'intéresser à des problèmes de start-upers, c'est-à-dire en fait qui a un problème et qui est disposé à payer pour ce problème. Quel marché est assez ouvert pour que je le pénètre? Parce que c'est pas le cas de tous les marchés, notamment les télécoms. Et est-ce que je peux trouver un problème avec une difficulté technique et un temps d'accès au marché qui est compatible avec une start-up? Voilà. Donc en réfléchissant à ça, en fait, on s'est rendu compte que ces surfaces reconfigurables, c'est vraiment une technologie de rupture qui permet d'adresser plusieurs marchés. Pourquoi? Parce que on a créé avec ces petites surfaces en fait des projecteurs d'ondes électromagnétiques qui sont des systèmes hardware ultra simples. J'ai juste un circuit électronique avec des micro-composants dessus qui font juste on-off, c'est tout. Ça consomme absolument rien. C'est fabricable avec la base industrielle qui existe. C'est compatible avec n'importe quel système électromagnétique. Vous mettez de la 5G, du SATCOM, du radar, la surface elle-même, elle contrôle des ondes, elle s'en fout. Et donc en fait, c'est un outil redoutable pour venir améliorer les performances de n'importe quel système électromagnétique à bas coût, à zéro consommation, et pour transformer un système statique en un système reconfigurable en temps réel et qui permet de pointer dans n'importe quelle direction. Donc partant de cette conclusion-là, on s'est dit, quel est notre différenciateur? Si on crée des systèmes électromagnétiques, on utilise beaucoup moins de semi-conducteurs, on consomme beaucoup moins de ressources naturelles, on consomme beaucoup moins d'énergie. Si on fait un produit, il sera plus facile à intégrer, il aura plus d'autonomie. Si on s'intègre dans une infrastructure, on aura des capex beaucoup moins élevés et des opex beaucoup moins élevés, parce que moins de consommation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc ça, c'est 2018-2019. On pivote avec le soutien notamment de la Direction Générale de l'Armement, parce que quand on pivote une boîte en banqueroute, autant vous dire que les subventions ne tombent pas toutes seules. Et on a eu la chance aussi de s'allier avec un industriel Plastic Omnium à l'époque. Et on s'est dit, en fait, au lieu de rendre un bâtiment intelligent ou une ville intelligente, ce qui est relativement ambitieux, effectivement, on va se contenter de faire des boîtes intelligentes. Et donc, on a pris nos surfaces reconfigurables, on les a foutues dans une boîte. Et en fait, si je mets une source d'onde là-dedans, ça devient une antenne qu'on peut piloter dans n'importe quelle direction, qui est reconfigurable en temps réel, qui consomme zéro énergie et qui est fabricable pour vraiment un coût ultra modeste. Donc on a fait un petit POC qu'on a montré à plusieurs personnes, dont les gens de la DGA. Et ça nous a amené à un premier financement assez conséquent qui a permis de sortir la boîte de l'ornière. Et ça, je vous le passe, mais après ces 5 ans de R&D en mode bootstrap, c'est-à-dire qu'on avait accès à zéro subvention au départ. Donc il a fallu qu'on aille chercher du contrat privé pour avoir des fonds propres, pour avoir des subventions, notamment de la défense. Et on a itéré jusqu'à avoir quelque chose qui commence à ressembler à une antenne. Alors, on ne s'est pas focalisé vers... Excusez-moi. On ne s'est pas focalisé vers le monde des télécoms. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est très difficile à pénétrer. On a plutôt orienté nos développements vers une antenne qui peut se connecter à un satellite. Alors c'est soit parce que le satellite est en mouvement et donc il faut traquer le satellite, soit parce que moi je suis en mouvement et donc du coup il faut que je fixe mon satellite avec une antenne intelligente. Donc c'est ça qu'on a développé parce qu'on s'est dit, dans le monde des satcom, les gens ont des problèmes, ils ne sont pas spécialistes d'antenne, alors qu'en télécom, ils disent qu'ils n'ont pas de problème et ils sont hyper spécialistes d'antenne. Donc ça nous a mis dans une nouvelle dynamique. On a réussi à passer de deux collaborateurs restants en 2018 à peu près une quarantaine en 2021, début 22.
toujours sans aucune levée de fonds. Et on commençait à être proche du marché. Donc là, quand vous arrivez à être comme ça, les investisseurs recommencent à s'intéresser à vous. Et on a pu partir vers une levée de fonds dans le but d'industrialiser notre premier produit et de structurer la société pour passer d'une bande de chercheurs à une vraie société qui va vers le produit. Donc ça, c'est 21-22. On clôt une levée de fonds l'année dernière, 15 millions en série A, avec les acteurs qui sont là et que je crois que je rappelle sur ce slide. Donc on a à la fois des corporates, c'est-à-dire qui valident la technologie, des industriels, des financiers qui ont bien étudié le dossier et qui voient un bon potentiel économique, et puis le Fonds Innovation Défense de la BPI, avec toujours une grande confiance de nos copains de la défense. Donc ça nous amène maintenant à notre premier produit, en fait, qui ressemble à une antenne Starlink. Hein. C'est à peu près la même dimension. Évidemment, c'est pas pour Starlink, parce que Starlink n'achète que du Starlink. Mais Starlink a plein de concurrents qui sont à l'heure actuelle complètement au dépourvu, parce que Starlink a des antennes 10 fois moins chères que eux. Et donc nous, on vient apporter une solution qui, parce que la technologie est ultra simple et non seulement hyper compétitive en termes de coûts, mais également très basse consommation par rapport à ce qui existe sur le marché. On a ce premier produit qui arrive maintenant, le premier trimestre sur le marché, avec toute une famille de produits qu'on est en train de développer. Et donc ça ressemble à ça. Cette antenne-là, donc, qui est faite pour se connecter par exemple à la constellation OneWeb ou alors à des satellites géostationnaires lorsqu'on est en mouvement, consomme à peu près 10 fois moins que les concurrentes. Sur la première version du produit, on va déjà être moins cher que la concurrence, et en une itération, en verticalisant un petit peu quelques composants à l'intérieur, on devrait être capable d'atterrir sur les prix de ce que fait Starlink à des millions d'exemplaires. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils utilisent l'effet volume, alors que nous, on n'a pas besoin de l'effet volume pour être déjà au prix de Starlink. Alors dans tout ça, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe avec l'Iris, puisqu'on était quand même parti là-dessus, hein. Eh ben, il s'avère que c'est un concept qui est de plus en plus, on va dire, pilier apparemment de la 5G+ ou de la 6G. Il y a à l'heure actuelle des milliers d'articles qui sortent sur le sujet. On a à Globecom cette année, j'ai regardé, il y a eu 1600 communications sur l'Iris. On voit des centaines de brevets déposés. Il faut savoir que les 4 premiers brevets sur l'Iris, c'est chez nous, hein. On était 3 ans avant tout le monde donc on a 4 ou 5 brevets fondamentaux. Comment on communique avec des RIS, comment on localise les gens avec des RIS, comment on fait des RIS autonomes. Tout ça bien avant que ces gens-là s'y intéressent. Un portefeuille en très grande croissance en Chine, en Asie, des normalisations qui commencent à arriver avec des groupes de travail à l'ETSI, et on espère une standardisation au 3GPP, avec notamment les Chinois qui poussent énormément, ZTE, Huawei, pour que ce soit standardisé. Évidemment, nous, on n'a aucune voix dans ces groupes-là, on en a parlé tout à l'heure, mais on est beaucoup trop petits. Donc nous, on voit ça comme un produit à fort potentiel, parce qu'il permet un contrôle passif des ondes, une optimisation des réseaux, consommation énergétique minimale. Nous, une RIS, à l'heure actuelle, ça consomme 100 milliwatts, hein, sans le contrôleur. Avec le contrôleur, c'est 2 watts. Des coûts très limités. On a remplacé des diodes qui coûtaient assez cher par un composant custom qu'on fait avec nos amis de chez ST Microélectronique. On a divisé par 20 le prix du composant. Et donc, du coup, on arrive à des baumes qui sont absolument envisageables, même si on en met partout. Et donc, les potentiels, c'est l'industrie, les transports, les infrastructures larges et de manière générale, tous les endroits où on va avoir des petits trous de connectivité. On est évidemment, nous, hyper en avance sur tous ces sujets-là. On a développé en FR1, en FR2, en FR3. Je pense pouvoir dire qu'on a la meilleure techno mondialement, puisqu'on avait 6 ans ou 7 ans d'avance sur tous les concurrents, y compris chinois. Et donc, on a pu travailler, par exemple, avec Orange, Nokia, la SNCF, à faire une démonstration d'une extension avec d'Intui qui est ici, de stations de base millimétriques dans le cadre d'un projet européen financé par la Commission européenne, qui a donné lieu à une très belle expérimentation. Il y a eu aussi des preuves, par exemple, dans le cadre du même projet Rise 6J qui était porté par le CEA, où on avait montré qu'on pouvait utiliser des RIS pour localiser très précisément des robots, par exemple, dans les sites industriels. Donc beaucoup de R&D, pas mal de gens qui s'intéressent. Nous, on a travaillé avec NTT Docomo, avec TII, avec Rode Schwartz, voilà, avec pas mal de monde.
Ça reste toujours de la R&D, hein, vous voyez, on sort une idée du labo en 2012 ou 2013, en 2025 on est encore en R&D. C'est QFD, on a bien fait de pivoter quand même en 2018. Mais malgré ça, en fait, on s'est dit qu'on allait commercialiser la techno. On commence à commercialiser la techno, nous, pour des applications de R&D. Donc on a beaucoup de labos qui nous sollicitent dans le monde entier pour travailler sur ces sujets-là. Ils savent qu'on est les seuls à avoir une techno qui fonctionne vraiment bien et à pas mal de fréquences. Donc on répond aux labos. Ici, un petit exemple des labos avec qui on travaille un peu dans le monde entier, hein, puisqu'il y en a Middle East, États-Unis, Asie. On est également dans pas mal de projets européens, évidemment. On espère bien que cette R&D va finalement mener à un produit dans les années qui viennent. Voilà, juste pour terminer, nos ambitions en tant que société, on va déjà commencer par être le leader des antennes satellites, reconfiguration électronique. Ça, on s'y emploie et honnêtement, je pense qu'on a un beau boulevard devant nous. Et l'idée, c'est que cette techno qui est hyper low cost et hyper low consommation, on arrive à l'implémenter en fait dans les réseaux de télécom, puisqu'on sait que le bottleneck à l'heure actuelle, c'est quand même la consommation des réseaux, surtout si on s'amuse à faire du beamforming, ce qui, avec les technos actuels basés sur des circuits électroniques, est hyper inefficace en termes d'énergie. Voilà. Et on va faire une série B courant 2025. Merci. J'ai respecté le temps. Parfait. Est-ce que nous avons des questions? Oui. Là. Il y en a tellement. Je vais aller chercher. Pardon, Mounir. Merci. Mounir Mokhtari, professeur à l'Institut Mines Télécom, et je pilote la thématique stratégique ingénierie de la santé, bien-être. Il y a un travail en cours depuis quelques années en Chine en particulier, où ils utilisent les ondes radio du Wi-Fi pour détecter la posture des personnes indoor et plus particulièrement la détection de la chute des personnes fragiles. Et là, en vous écoutant, je pense qu'il y a, avec les réflecteurs, en tout cas électromagnétiques, est-ce qu'il y a aussi un récepteur qui permet d'analyser le champ électromagnétique pour détecter de la posture, mais ce qui m'intéresse essentiellement, c'est la prévention de la chute. Oui, bien sûr. En fait, déjà, les surfaces, elles se mettent sur n'importe quoi. Mais si je mets dans une pièce, je vais modifier la façon dont le Wi-Fi se propage. Si elles sont calées sur les fréquences Wi-Fi, elles vont agir sur le champ Wi-Fi. En fait, ce qu'on avait montré il y a quelques années, c'est que, en 2018, bien avant que quiconque s'y intéresse, c'était que, par exemple, si je cherche à localiser quelqu'un avec un système Wi-Fi, il y a des méthodes de fingerprinting et autres. Et en fait, ces méthodes sont très peu précises. Si on s'amuse, pendant qu'on communique, à changer les configurations de la surface reconfigurable, en fait, on crée plein de réalisations du canal hyper rapidement. Et donc, on arrive à des méthodes de fingerprinting qui sont 100 fois plus précises et qui permettent de localiser au centimètre près des gens dans des bâtiments. Ça, on l'a breveté. Et on peut tout à fait imaginer faire la même chose sur des mouvements dans les bâtiments. Au lieu d'utiliser simplement le Wi-Fi avec un 2.2, par exemple, 2 antennes d'émission, 2 antennes de réception, on peut blaster plein de configurations des métasurfaces et réaliser plein de channels différents pour les ondes et gagner en précision sur ce type d'activité, c'est certain. C'est certain. Y a-t-il une autre question? Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez parlé d'antennes satellites et de dire que vous pouviez baisser le prix de manière significative, alors que bon, on sait qu'aujourd'hui c'est quand même très critique. Moi, j'ai pas entendu ça aujourd'hui sur le marché. C'est un secret bien gardé. Non, on arrive sur le marché. On arrive sur le marché et on a Intelsat qui est au capital. Ils sont venus pour ça. La défense nous soutient aussi pour cette raison-là. En fait, les antennes, c'est exactement la réflexion du passage
de notre première société à la deuxième. Les antennes satellites à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est des centaines, voire des milliers de circuits intégrés complexes, 5 mm par 5 mm de semi-conducteurs, il y a de l'ampli, du phase shifter, du machin là-dedans. Et on en met 500 ou 1000 en parallèle et on fait une antenne qui pointe vers un satellite et qui est reconfigurable. Et si on veut faire émission-réception, comme malheureusement c'est pas symétrique en Satcom, il faut une partie émission, une partie réception. Et ça coûte très cher et ça consomme énormément. Nous, on a la même chose que dans une antenne parabolique, c'est-à-dire on a un ampli d'émission, un ampli de réception, et puis on balance ça sur nos surfaces avec un design qui est breveté. Et en fait, c'est nos surfaces reconfigurables qui, elles, coûtent vraiment pas grand-chose et qui consomment rien, qui font le beamforming. Donc, on passe d'un hardware qui coûte structurellement cher à un hardware qui coûte structurellement pas cher. Et là, à l'heure actuelle, nous, notre première BOM, pour être clair, c'est la BOM de la première antenne de Starlink, qu'il avait commandé à 1 million d'exemplaires et qui travaille main dans la main avec ST pour la diminuer. Donc, et ça, c'est notre première BOM. Donc, avec un ou deux steps de design to cost, on va descendre à des prix qui sont vraiment, qui peuvent être inférieurs avec les volumes à ceux de Starlink. Une dernière question peut-être? Oui, une question sur des communications avec d'autres moyens de transport, par exemple le TGV ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un potentiel aussi de cette nature dans les technologies? Et même pour la partie satellite, vous n'avez pas parlé de la partie antenne sur les satellites. Ouais. Est-ce que ces technologies peuvent aussi être utilisées pour les antennes à bord des satellites et faire du beamforming fin de grande dimension? Bien sûr. Alors, pour répondre à la première question, le train, on y avait pensé il y a longtemps, mettre des surfaces intelligentes dans des trains de manière à contrôler le Wi-Fi et à l'optimiser dans les trains. On s'est rendu compte que le bottleneck, il n'est pas là, il est pour aller vers le train. C'est bête, mais c'est comme ça. En fait, c'est comme dans un avion. Le bottleneck, il n'est pas dans l'avion, il est pour aller dans l'avion. Donc, il y a des possibilités, c'est ce que Starlink est en train de faire en Écosse, par exemple, je crois, d'aller mettre des antennes sur des trains, comme ils le font sur les bateaux, comme ils le font sur les avions. Et là, on va ramener du haut débit. Et une fois qu'on a du haut débit, honnêtement, du Wi-Fi 6 dans le wagon, je pense que ça marche très bien. C'est quand même super optimisé. Donc là, ce serait plutôt là l'applicatif, je pense, pour aller vers le train. Après, pour tout ce qui est space, oui, on a une techno qui est hyper intéressante parce qu'elle est structurellement hyper simple. C'est que des petits interrupteurs, des petits switches, hein. Et donc on n'est pas sensible ni à la température, ni aux radiations, ni à ces trucs-là. Et en plus, on est super basse consommation. Et ça, faire du beamforming à zéro énergie sur des satellites qui n'ont pas d'énergie, ça a beaucoup de sens. Le truc, c'est que nous, on est un peu occupé avec notre mise sur le marché du produit. Donc on regarde avec des partenaires éventuellement, mais on ne peut pas tout faire. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'espace. Ouais. Merci. Ok, je demande pour 2 petites dernières questions. Bon, c'est juste un rebond en fait sur la question que vous avez posée. Alors moi, je suis SNCF, donc SNRH. Donc vous avez parlé d'un cas d'usage que je connais un petit peu là, sur la gare de Rennes. Le deuxième, justement, c'est la partie connectivité à bord. Et vous avez très très bien décrit ça. Comment apporter le haut débit à bord. Et en fait, de ce que je comprends dans notre solution, c'est qu'elle permet de faire des antennes plutôt très petites, en fait, parce que c'est plus simple. Et en fait, on a une problématique principale, c'est le gabarit, parce qu'il n'y a pas de place en haut des trains. Donc il faut vraiment respecter des conditions très très spécifiques. Et il y a aussi une problématique de certification. Et donc, ce sera intéressant de voir avec vous si vous avez déjà commencé à réfléchir à ces 2 aspects pour qu'on creuse un peu le sujet ensemble. Je vais vous répondre que si tous les acteurs français ne signent pas avec Starlink entre-temps, on sera peut-être en mesure avec OneWeb, on sera peut-être en mesure avec OneWeb de les servir. Justement, en fait, si les acteurs signent avec Starlink, ça veut dire qu'en fait, ils vont ficher un gabarit. Je sais. Parce qu'ils sont prêts. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, ça sera de voir avec vous de quelle façon on peut rentrer dans ce gabarit et faire mieux pour faire plus dans ce gabarit. Alors moi, je vous titille, hein, mais je le pense. Cela dit, quand j'ai vu Air France signer avec Starlink, ça m'a un peu déprimé. Mais la réalité, c'est que c'est vrai, ils sont prêts, et OneWeb et nous, on est moins prêts. Je suis d'accord. Après, on a une structure d'antenne, pour en avoir parlé pas mal avec des gens chez Uber & Schooner qui ont tout le business de la Deutsche Bahn. On a une structure d'antenne qui est enfermée dans une boîte métallique et qui a un très bon potentiel pour le très haut voltage. Donc non, on n'a rien fait à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y a quand même un truc à faire sur les trains. Ok, merci beaucoup. Bon, on va peut-être s'arrêter là avec les questions. Alors merci beaucoup Geoffroy pour ce témoignage extrêmement intéressant. Et